Bien, alors, pendant que je cède la place à mon collègue Alexis Lucier, je voudrais simplement vous dire qu'il est professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, donc ici. Il est chercheur à figurant, son de recherche sur le texte et l'imaginaire. Il est actuellement collaborateur au programme de recherche radicale, repère pour une articulation des dimensions culturelles, artistiques et littéraires de l'imaginaire contemporain. Spécialiste de l'œuvre de Jean Genet, il enseigne et développe une pensée de l'image dans le champ ouvert par la psychanalyse entre imaginaire et dispositif pulsionnel, photographie et inconscient. Merci. Alors, les deux premières interventions étaient très logiquement liées. En ce qui me concerne, je vais bifurquer de façon assez radicale. Bon, j'avais envie de me servir du motif de l'atelier, puisqu'on est dans un atelier, pour ouvrir quelque chose sous une forme peut-être un peu moins définitive. C'est quelque chose que je suis en train d'essayer de mettre en place à partir d'une lecture d'un ouvrage récent qui est le livre de Henry Bond, dont je vais parler tout à l'heure, qui est un photographe qui a fait un travail, qui a mené une réflexion esthétique sur des photographies judiciaires, sur des scènes de crime qui ont été photographiées dans les années 50, 60 en Angleterre. Mais avant d'en arriver à dire un peu ce que Henry Bond fait avec ces photographies-là et au fond comment on peut s'en saisir pour mener une réflexion esthétique, je vais faire un détour assez important en risquant quelque chose. D'abord en abordant deux textes de Freud qui sont assez peu connus, ou en tout cas peu repris, disons, peu repris dans des considérations esthétiques, disons-le comme ça. Donc deux textes de Freud où la psychanalyse a été impliquée dans des considérations juridiques et tout particulièrement dans des considérations qui tournent autour de la preuve. Alors, la psychanalyse a ceci de particulier, c'est qu'elle doit renoncer à l'évidence, ça tout le monde le sait, autant qu'elle doit renoncer à l'image comme élément de preuve. Et c'est d'autant plus perceptible dans le fait que la psychanalyse s'intéresse tout particulièrement au scénario criminel depuis ses débuts, sauf que, évidemment, ce scénario criminel concerne une culpabilité qui est inconsciente. Pour Freud, c'est évidemment le meurtre du père, par exemple, qui est un crime qui se situe toujours en dehors des faits. C'est-à-dire que Freud, lorsqu'il cherche à penser et à analyser le discours de la névrose, par exemple, il circonscrit un sujet, qui est le sujet de l'inconscient, en tant qu'il est aux prises avec les effets symptomatiques d'un crime qu'il n'a pas commis, mais dont il est tout près de s'accuser lui-même. Bref, donc, lorsqu'on regarde ce que Freud dit à propos de la névrose, il y a toujours, au fond, une scène de crime qui, paradoxalement, n'appartient à aucune scène historique dans l'histoire du sujet. Alors, je reprends ce que j'ai écrit lorsque j'annonçais mon intervention d'aujourd'hui pour le programme de l'atelier. Et si vous me permettez, je vais me citer moi-même. J'écrivais donc que c'est dans le fait que le crime n'appartient à aucune scène historique, bien qu'elle demeure lisible dans le discours du sujet, que se pose le rapport à l'enquête, à la preuve, au récit, à une symptomatologie de la vérité. Je reprends un peu, au fond, certains énoncés de notre argumentaire. Donc, l'enquête, la preuve, le récit, qui ne peuvent que masquer au sujet de l'inconscient la teneur strictement symbolique de la vérité qui est en jeu. Vérité qui n'est pas la vérité historique, mais cette sorte de vérité qui semble faire tenir dans l'inconscient la logique et la cohérence subjective d'un scénario, lequel n'est lisible que par les indices et les traces qu'il laisse dans le discours, mais dont aucune photographie, document ou vidéo de famille ne pourra attester. C'est-à-dire que
le sujet qui est en analyse, qui est aux prises avec, au fond, cette culpabilité, qui tourne autour d'une scène qui n'a jamais eu lieu, peut très bien demander lui-même à voir ce qui lui échappe, alors qu'aucun document, évidemment, ne peut apporter de preuves sur ce qu'il dit lui-même. Alors, on présente souvent ça du point de vue du psychanalyste qui ne peut pas apporter de preuves face à son interprétation, mais ce qui arrive la plupart du temps en analyse, c'est que les sujets eux-mêmes n'ont pas la preuve de ce qu'ils disent, alors qu'ils savent qu'ils tournent autour de quelque chose. Cette scène, donc, le sujet, il la circonscrit lui-même et il en parle malgré tout en tournant autour de cette scène qui est comme une scène sortie du temps et qu'on ne peut que supposer, c'est-à-dire la scène criminelle qui n'existe comme scène que dans l'après-coup de sa construction. Alors c'est là où se mesure, selon moi, toute la différence entre la scène criminelle pour Freud et la scène criminelle pour l'enquêteur ou le juge. Alors, il y a un texte de Freud qui s'intitule « L'expertise de la faculté au procès Haussmann », qui est donc Philippe Haussmann, le photographe américain qu'on connaît, qui est proche des surréalistes et qui nous a fourni des photographies très connues, mais qui, avant de devenir photographe, a été inculpé pour le meurtre de son père en 1928. D'ailleurs, l'histoire veut que c'est avec l'appareil photo de son père qu'il a commencé à faire de la photo, donc avant d'être accusé pour parricide. Donc, c'est une histoire complètement démente, en fait. Reste que l'inculpation de Philippe Haussmann repose sur une scène absente, c'est-à-dire sans témoin, et on pourrait dire une scène invisible au procès, comme évidemment la plupart des scènes de crime qui sont énigmatiques, puisque Haussmann est parti en randonnée en montagne avec son père. Son père a été assassiné au détour d'un sentier, et Haussmann est revenu seul, donc, mais dans un état de très, très grande confusion, en prétextant ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. De sorte que Haussmann n'a pas pu donner une image claire de des événements. Donc, malgré tout, évidemment, Haussmann est devenu suspect très, très rapidement, mais l'enquête n'a pas pu rassembler de preuves contre lui. On a malgré tout inculpé Haussmann pour le meurtre de son père. Et suite au jugement de la faculté de médecine d'Innsbruck, parce que l'histoire se passe en Autriche, on a demandé à Freud de réviser le rapport médical, puisqu'on a fait passer des tests psychiatriques à Haussmann, et on a demandé à Freud de réviser le rapport médical parce qu'on diagnostiquait, donc non pas Freud, mais la faculté de médecine de Innsbruck, on diagnostiquait un complexe d'Oedipe efficient, puisqu'on supposait non pas seulement un meurtre, mais un parricide. Donc, le témoignage de Freud dans cette histoire-là est intéressant dans la mesure où ce qu'on constate, et ce que Freud a constaté lui-même, c'est qu'on a complètement instrumentalisé une théorie freudienne pour arriver à un diagnostic faute de preuves. Et ce que Freud vient leur dire, c'est un peu, bien, écoutez, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de faits, donc vous bricolez un diagnostic au fond, et c'est le diagnostic qui a valeur de preuve. Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on voit Freud extrêmement prudent par rapport à l'usage juridique de ses propres théories. D'abord en rappelant qu'il y a quand même une différence entre culpabilité dans les faits et culpabilité inconsciente au sens de la psychanalyse. Il y a une différence majeure entre le fantasme et le passage à l'acte, entre le désir de parricide et le meurtre, mais il y a aussi une différence majeure entre ce qui a valeur d'indice dans une affaire criminelle et le fait que la psychanalyse reconnaît les indices d'un crime pour un sujet qui a un rapport structural à la culpabilité. Donc, c'est vraiment pas du même ordre, au fond. Ce même argument, donc l'expertise de la faculté pour le procès Haussmann, c'est un texte de 1931, Freud
a déjà repris cet argument-là, a déjà pris cet argument-là dans un texte bien antérieur, qui est un texte de 1906, qui s'intitule « L'établissement des faits », et où Freud avait là aussi à se prononcer sur les procédés d'investigation dans les affaires criminelles. Donc, dans ce texte, Freud s'adresse à des étudiants en droit pénal qui sont en train de développer une nouvelle méthode à la mode d'investigation juridique, fondée sur des découvertes récentes à l'époque en psychologie, assez inspirées par Jung, et qui consistait à soumettre les accusés à un test par association d'idées, de façon à amener les accusés à se trahir en révélant ce qu'ils s'efforcent de dissimuler. Alors, Freud est encore là très prudent. Alors, il rappelle aux juristes que dans leur propre code pénal, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la ruse pour confondre un accusé durant un interrogatoire. Mais malgré tout, Freud, dans ce texte, multiplie les points de rencontre entre l'investigation policière et l'investigation du psychanalyste. Et là, il compare le psychanalyste à un détective à la recherche d'indices, etc. Mais c'est un rapprochement en surface, au fond, parce que Freud va continuellement distinguer ce qu'eux font du point de vue de leur méthode d'interrogatoire par rapport à une psychanalyse qui n'est évidemment pas un interrogatoire. Or, ce qui est assez évident à la lecture de ces deux textes-là, c'est la très grande prudence que Freud prend vis-à-vis des indices de culpabilité. C'est-à-dire qu'on voit Freud rappeler aux juristes qu'un indice, par exemple une hésitation dans l'association, une association incongrue, voire un lapsus, ne peut pas être tenu pour une preuve des mobiles, des motivations inconscientes. Ce qui transparaît également dans les deux textes, c'est le fait que, justement, contrairement aux juristes, ce n'est pas les faits qui intéressent Freud, mais le sens d'un scénario, qui est un scénario qui est tissé à même le discours du sujet, aux prises avec sa propre culpabilité, d'où la différence entre le criminel et le névrosé, le criminel et l'hystérique, par exemple, puisque l'hystérique tourne autour de quelque chose qu'il ignore et qui est quelque chose comme un point en négatif dans son propre discours. Alors, je ne vais pas le faire ici dans le détail, mais c'est une réflexion que j'aimerais ouvrir éventuellement, c'est-à-dire qu'on pourrait, selon moi, et on devrait le faire, donc repartir du statut de l'indice, de la prudence de Freud vis-à-vis de l'indice dans un texte comme l'établissement des faits, pour revenir à la question de l'indice dans les écrits sur l'art de Freud et dans son esthétique. C'est-à-dire que on peut se demander s'il n'y a pas finalement une différence assez frappante entre la très grande retenue de Freud vis-à-vis des indices que les juristes cherchent à s'approprier en les exploitant d'une façon imprudente, et ce que Freud fait dans des textes comme le Moïse de Michel-Ange ou le Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, qui sont donc eux-mêmes montrés, présentés comme s'il s'agissait d'une enquête esthétique, mais où, au contraire, on a l'impression que là, c'est Freud qui, sur le plan esthétique, est imprudent en portant une attention qu'on pourrait dire un peu trop enthousiaste vis-à-vis de certains détails, vu que c'est souvent l'utilisation des indices et des détails qui ont discrédité Freud du point de vue des historiens de l'art, par exemple. Alors, évidemment, on pourrait prétexter que Freud n'a pas la même responsabilité éthique envers l'œuvre d'art et qu'après tout, on peut faire ce qu'on veut, mais la question n'est pas là, parce qu'on pourrait aussi inverser la proposition en se demandant si les interventions de Freud dans le monde juridique ne recèlent pas au contraire une méfiance et une prudence justement par rapport à l'indice et ce que l'indice permet de prouver ou non. Donc, au fond, la question, ce serait de l'enquête policière à l'enquête esthétique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on connaît, je pense, tous la thèse de Carlo Ginzburg, qui soutient l'idée que la seconde moitié du 19e siècle serait marquée par un paradigme indiciaire qui serait
caractéristique de la science du 19e siècle, qui serait caractéristique de la psychanalyse, autant que de la criminologie moderne. Dans la foulée de la thèse de Ginsburg, on soutient couramment que sciences policières et sciences médicales se rejoignent sur des méthodes d'investigation qui consistent à relever les indices symptomatiques de ce qui est caché pour mettre en évidence une réalité qui est dissimulée. Ce serait, par exemple, le complexe secret du névrosé qui se trahit par des symptômes qu'il s'agirait de décrypter, ou encore le crime, le coupable, le déroulement des événements sur une scène de crime qu'il s'agirait de déchiffrer. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de théoriciens, des gens comme Jean-Michel Rabaté qui sont extrêmement intéressants, qui se servent de ça pour, par exemple, problématiser la question de l'enquête au sens d'Edgar Allan Poe vis-à-vis l'enquête psychanalytique, etc. Et donc, on entretient un discours où l'enquête esthétique est menée comme une enquête criminelle. Alors, évidemment, la thèse de Ginsburg, elle est stimulante, mais je trouve qu'elle suscite de façon un peu trop appuyée des études qui supposent que le psychanalyste, comme le détective, se changerait en une espèce d'herméneute qui donc doit découvrir un sens caché. Je dirais aussi que cette idée présuppose une conception un peu réductrice, selon moi, de l'objet de la psychanalyse, parce que c'est comme si on disait que l'objet de la psychanalyse, admettons l'œuvre d'art, est un objet à deux faces. Il y aurait une œuvre, un objet, un discours ou un tableau en surface, et il y aurait le sens caché de l'objet, du discours ou du tableau, qui serait le véritable objet, le véritable discours, ou le vrai tableau qui apparaîtrait, disons, sur sa face inconsciente. Au fond, c'est un dualisme qui est très ancien, hein, c'est-à-dire l'apparence versus ce qui est caché derrière l'apparence, par exemple. C'est un dualisme que je trouve un peu archaïque et pas tellement nuancé, si évidemment on s'en tient à ça. Didier Huberman, qui, comme vous le savez, s'intéresse beaucoup à la psychanalyse, s'est d'ailleurs souvent opposé à cette conception de la psychanalyse et à son mauvais usage en histoire de l'art. C'est Didier Huberman qui en parle de cette façon-là, et il retrace cette espèce de freudisme pas très avancé, même par exemple dans les études de Panofsky, où Panofsky fait le détail point par point d'un tableau de Titien, par exemple, pour en solutionner l'énigme, hein, comme s'il y avait une énigme dans le tableau et qu'il faut la mettre au jour. Et du coup, on a l'impression que finalement, ce type de travail referme la solution de l'œuvre ou du tableau sur un détail qui est souvent présenté comme l'élément clé, l'élément définitif de l'argumentation, supposé mettre fin, au fond, à l'analyse de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on referme l'analyse de l'œuvre sur un détail qui a valeur de preuve. Or, justement, je dirais que chez Freud, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'indice ou le point de détail dans la conduite d'une analyse, c'est jamais la fin de l'analyse. C'est-à-dire, c'est pas le punch de l'analyse, c'est plutôt son point de départ. Donc, la reconnaissance d'un point de détail incongru ou énigmatique, bref, le détail qui fait indice, n'est là que pour nous engager à modifier ce que j'appelle les conditions de lisibilité de l'œuvre ou de l'image. Et éventuellement, l'indice peut servir à étayer la lecture d'un ensemble où le détail, l'indice, n'a pas vraiment valeur de preuve, si ce n'est que le détail, l'indice, est pris dans une chaîne interprétative, dans un défilé d'arguments, et je dirais même dans un filet de signifiants qui déplace en fait le lieu de la lecture qu'on fait de l'œuvre et qui, par conséquent, a pour effet d'ouvrir l'image au lieu de la refermer sur une certitude, hein, ou de la refermer sur un indice ayant valeur de preuve. Ce qui rejoint au fond les dispositions esthétiques de Didier Huberman qui, justement, propose d'envisager les images comme images ouvertes
et par conséquent des images qui se font et se développent à mesure qu'on les regarde, si on accepte l'idée que l'image, au fond, est indissociable du regard et du sujet qui la regarde. On disait tout à l'heure que le lieu de l'image, c'est le corps. Ça implique ça aussi. Alors, j'en arrive à mon point. Henry Bond, qui donc a publié un ouvrage en 2009 qui est extrêmement intéressant, qui s'intitule Lacan at the Scene, qui est un essai qui donc combine, je vais vous parler de 105 minutes apparemment, c'est un essai qui combine la photographie judiciaire et la psychanalyse, mais l'idée c'est de nous inviter à repenser et ouvrir, surtout par le biais de la psychanalyse, le regard qu'on porte sur la photographie. Et alors donc, Bond est allé chercher un ensemble de photographies judiciaires. Je le disais tout à l'heure, c'est des photos qui remontent aux années 50-60. Et le pari de Henry Bond, je dirais, est assez comparable au jeu auquel se prête Thomas de Quincey dans de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, c'est-à-dire des scènes de crime discutées dans la perspective d'une esthétique. Alors, je ne me prononce pas sur les problèmes éthiques que ça peut poser, mais donc Bond se sert des images d'abord qu'il scrute littéralement à la loupe. Il se sert des rapports d'enquête, il se sert éventuellement des conclusions de l'enquête en organisant cette série de photographies selon les grandes structures étudiées par la psychanalyse. Donc le crime pervers, le crime psychotique et le crime névrotique. Et donc ce que Bond nous invite à faire, c'est au fond d'imaginer ce que Lacan ferait s'il était détective sur la scène. C'est terriblement spéculatif, mais c'est pour ça que je compare la démarche de Bond à celle de Thomas de Quincey, c'est-à-dire que c'est un jeu, mais c'est un jeu qui est quand même fait avec beaucoup de finesse et de connaissances analytiques, qui montre très bien que la lecture de l'image dépend des conditions de lisibilité qu'on se donne pour ouvrir l'image sur un scénario qui peut être extrêmement cohérent. Or, là où la démarche de Bond me semble très juste, c'est précisément dans son approche de l'indice en photographie, et on pourrait dire de l'indice comme lecture de l'image par rapport à l'indice au sens de l'affaire criminelle. Pour Bond, il ne s'agit pas de trouver le coupable, ni de démontrer la culpabilité du criminel, puisque de toute façon, ce sont des affaires classées. Il s'agit plutôt de se saisir de l'indice qu'il repère dans l'image, et il va très très loin dans le blow-up, où il va extraire des indices dans l'image. Il s'agit de se saisir de l'indice comme d'un maillon dans l'enchaînement d'une lecture de la scène. Le détail n'est pas la fin de l'analyse, le fin mot de l'analyse, c'est plutôt l'amorce d'une lecture qui établit une continuité virtuelle entre plusieurs éléments. Alors, si j'ai commencé tout à l'heure en rappelant la scène du crime inconscient dans l'analyse de la névrose, comment l'analyse au sens de Freud consiste à reconstruire cette scène comme une virtualité, comme une hypothèse structurante, c'est parce que la démarche analytique est sensiblement la même devant l'image, puisque la construction que représente la lecture de l'image a plus une valeur structurante qu'une valeur de preuve. Alors voilà, je vais conclure là-dessus en rappelant une des propositions qu'on avait au départ pour l'atelier d'aujourd'hui, c'est-à-dire le glissement de l'usage de la photographie comme document, élément d'enquête, vers un usage plus spectaculaire où l'image n'est plus au service de l'indice, c'est-à-dire au service de quelque chose qui ouvre sur une analyse, une enquête, mais plutôt au service de la preuve, c'est-à-dire quelque chose qui ferme, au fond, qui referme un argument en affirmant une image pour mieux imposer une évidence. J'aurais donc tendance, pour ma part, à opposer l'indice à la preuve en opposant l'ouverture du sens à la clôture de l'interprétation. J'opposerai l'ouverture de l'indice qui fait énigme, mais engage la réflexion, oblige à émettre des hypothèses et des arguments par rapport à la clôture de l'évidence, comme si affirmer une évidence, c'était aussi renoncer à pousser plus loin le soupçon et par conséquent l'analyse et la lecture des indices.
C'est donc, par conséquent, la lecture de l'image qui est en question et la possibilité de la réouvrir en quelque sorte en se saisissant de quelque chose dans l'image qui change, qui modifie les conditions de lisibilité de l'image. Et c'est ce que j'ai voulu montrer par rapport à l'indice, par rapport à la prise en compte du détail dans l'esthétique freudienne. C'est-à-dire que le détail qu'on ouvre comme une virtualité signifiante est moins l'indice d'une signification cachée, quelque chose qui serait l'envers inconscient de l'image, que plutôt le point à partir duquel on regarde l'image. Et je pense que c'est justement ce que Freud reproche aux juristes, c'est-à-dire de se servir d'un indice pour lui trouver tout de suite un signifié suspect, c'est-à-dire se servir de l'indice pour conclure tout de suite sur des contenus inconscients. On a souvent l'impression que Freud s'en tient à ça, mais c'est à mes yeux une erreur, parce que si on porte un peu plus attention à ce qu'il fait vraiment, on a l'impression que, au fond, ce qui intéresse Freud, c'est plus le point d'où on regarde l'image qui est important. Et de déceler l'indice, c'est de déceler ce point à partir duquel on regarde l'image. Comme si l'indice était plus une ponctuation qui fait dévier le regard analytique dans son parcours. Et la fameuse scène de crime que j'évoquais tout à l'heure à propos du discours névrotique, elle est après tout circonscrite de la même façon. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de parcourir une même surface, un peu comme le ruban de Moebius dont parle Lacan. Et pour moi, c'est justement ce que Henry Bond fait lui aussi dans son travail sur les photographies judiciaires, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas pour lui d'envers du décor. Il n'y a que la surface de l'image elle-même, qui est la surface de la photographie, qui est la photographie elle-même, que le regard parcourt à la recherche d'indices, certes, mais c'est le parcours lui-même, au fond, qui fait la profondeur de l'image. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci.